Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Je tiens à remercier mon jeune ami Gabin, qui avec beaucoup de volonté, de perspicacité et de disponibilité, a usé presque 10 mois durant de ses week-ends pour la saisie sur ordinateur du volumineux manuscrit de cet ouvrage. Inlassablement, minutieusement et au mépris de son propre emploi du temps, il a toujours répondu présent au rendez-vous du travail. Quel professionnalisme chez ce jeune amoureux du travail, doublé d'un loyalisme sans faille et d'une grande discrétion. Au-delà de mes remerciements, je voudrais lui souhaiter un bel avenir et une belle carrière professionnelle. Il en a toutes les qualités. Je m'en voudrais de ne pas exprimer ici toute ma reconnaissance à ceux, ils se reconnaîtront, qui m'ont d'une façon ou d'une autre, exhorté et encouragé à entreprendre ce travail pour honorer la mémoire de mon père. Dédicace générale. La vie des hommes est faite d'éternelles interrogations, car ils se posent beaucoup de questions sans jamais réussir à cerner leurs problèmes, source de leurs inquiétudes, angoisses, solitude, parfois de révolte. Cet état de choses peut aussi être source de leurs espérances et de leurs élans vers le bien et le beau, vers un mieux-être. Je dédie modestement cet ouvrage à tous nos anciens sans exclusive, qui se sont sacrifiés d'une manière ou d'une autre pour le devenir de ce pays. Je le dédie ensuite à tous mes compatriotes en toute amitié et fraternité dans l'espoir qu'ils répondent quelque part à nos questions, réjouissent nos cœurs et raffermissent notre sentiment national et donnent à notre vie une sérénité et une plénitude nouvelles. On ne peut regarder au fond de l'actualité, sans regarder d'abord au fond de l'histoire. Alain Perfit, académicien français. Dans Le Mal français paru chez Plon en 1976. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Alain Foka. Dans Archives d'Afrique, émission RFI. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Proverbe togolais. À quoi sert l'histoire ? Sinon à éclairer l'avenir par les leçons du passé. L'auteur. Avertissement. Ce livre tel que je veux vous le présenter, a sa petite histoire. Depuis longtemps, tiraillé par ma conscience sur le sort qu'a connu mon père, je me posais beaucoup de questions. Comment un homme dont on parle beaucoup sur le plan administratif et même politique à un temps reculé de l'ère coloniale française, peut-il connaître une vie aussi lamentable, surtout qu'il était parmi les tout premiers, pour ne pas dire le tout premier diplômé francophone de son patelin, à l'époque où les parents rechignaient à envoyer leurs enfants à l'école du Blanc. Mieux, il était parvenu à arriver à Zébévy, à NECHO, où il fréquenta comme élève interne. Il était même de la première promotion des élèves internes du Togo. On dit de lui qu'il était brillant fonctionnaire, compétent, bien en vue sur tous les plans. D'aucuns se plaisent à s'attarder sur son élégance, ses manières à lui qui charmaient. En tant que fils, je ne comprends pas qu'il ait pu finir aussi miséreux dans l'ignorance totale parmi les siens. Alors j'ai commencé à creuser pour comprendre le pourquoi. Des premières notes de musique que j'entendis sur son sort, on me dit un peu partout, c'est pour des raisons politiques. Je me suis alors dit que si c'est pour des raisons politiques, il doit tout de même être connu. Or, tel n'est pas le cas. Alors, connaissant après tant de recherches son histoire complète, j'en discutais de temps à autre avec certaines personnes pour voir si sur le plan politique quelqu'un en savait quelque chose, hélas. J'étais ulcéré de constater qu'il était totalement inconnu. Il a payé trop tôt le tribut de sa témérité et de son engagement, au point que ses contemporains l'ont complètement submergé. Des personnes importantes actuelles qui ont eu quelques bribes sur une telle situation, m'ont encouragé à écrire quelques articles à ce sujet. Mais l'importance de la documentation en ma disposition sur mon père ne peut se limiter à de simples articles dans les journaux qui seraient par surcroît peut-être mal interprétés. J'ai alors écouté la voix d'un autre ami que je ne nomme pas ici, qui m'a dit « Écoute Napo, ton histoire est intéressante et mérite d'être connue du public. Tout ce que tu peux faire de bon et de durable, c'est d'écrire un livre, même si c'est un livre de poche. » Je m'y suis donc attelé, et au fil des jours et des mois,
j'ai découvert que c'était finalement un travail passionnant qui ne manquait pas de punch et qui par surcroît apportait beaucoup d'informations sans manquer de révélations, de nature à aider, même à trouver des solutions aux problèmes actuels que nous connaissons. J'ai été donc amené à dépasser les dimensions imparties à un simple article, et à écrire en quelque sorte par inadvertance un ouvrage, peut-être bref eu égard à l'importance du problème. Chemin faisant, j'ai voulu que cet ouvrage soit à la fois informatif et didactique. Je reconnais que les pages qui suivent, bien que retraçant un pan de l'histoire de notre pays, valent moins par elles, même que par les réactions et peut-être les mises au point qu'elles ne manqueront certainement pas de susciter. C'est d'ailleurs pour limiter ces réactions et ces mises au point que je me suis fait un point d'honneur pour apporter abondamment de références, de témoignages et de récits, fruits de mes recherches. Il serait puéril, quand on se penche sur un sujet aussi important du pays, de prétendre rester en marge des jugements de valeur. Précisons d'entrée de jeu le biais qui traverse ces pages. Elles ne sont ni vengeresses ni militantes. Elles ont été écrites par un fils soucieux d'accomplir un devoir de mémoire envers son célébrissime de père, et de le faire découvrir par ses compatriotes pour le rôle qu'il a joué. C'est donc uniquement mu par la recherche de la stricte vérité sur le sort qui a été réservé à un homme, que j'ai entrepris d'écrire ce livre. Dans cet ouvrage, j'analyserai suffisamment les causes de cet état de fait. Je tiens à remercier toutes les personnes encore vivantes ou non, qui ont contribué à mon information, et en particulier pour celles qui ont déjà trépassé, à travers leurs honorables familles à qui je présente mes excuses pour avoir évoqué des noms qui leur sont chers. J'espère et je nourris l'espoir que cet ouvrage sera utile à tous égards. Je demande en retour au lecteur de comprendre les exigences du métier de chercheur, car je n'occulterai ni n'éluderai aucune question touchant mon sujet. Point de diplomatie, c'est l'histoire telle qu'elle a été. J'ajoute ceci à mon avertissement. Dans la vie, l'homme pose aussi bien des actes positifs que négatifs. C'est ce qui fait dire que nul n'est infaillible. Prétendre que certains ne savent que poser des actes positifs, par surcroît toujours sublimes, n'est que pure cécité. Bien sûr, la morale voudrait que les bons actes surpassent les mauvais. Personnellement, l'auteur rejette tout esprit de triomphalisme. Si la politique ne s'accommode que de cela, alors nous n'y avons pas notre place. L'esprit de disponibilité et de service devrait guider quiconque est propulsé au devant de la scène, pour le bien et le bonheur de la communauté. C'est l'idéal, nous dira-t-on. En tous les cas, bannissons de nos actes toute démagogie et tout opportunisme. Soyons vrais. Enfin, je demande au lecteur de me pardonner l'usage alterné des pronoms personnels je et nous, qu'il aura à constater tout au long de ce livre. Introduction. Les problèmes d'un pays sont toujours complexes et l'histoire politique du Togo ne fait pas exception en la matière. C'est un écheveau que nous ne saurons débrouiller dans cette étude liminaire. D'éminents historiens et politologues l'ont suffisamment démontré avec compétence dans leurs analyses. L'aspect auquel nous voulons nous intéresser nous semble quelque peu ignoré du public. Nous pensons que c'est en cela que se trouve l'intérêt de la présente étude, car l'histoire d'un pays ne s'invente pas, elle se construit à travers le temps par des faits, des actes et des événements réels, vécus. Ce n'est ni l'objet de marchandage ni de rafistolage. Les chercheurs de tous bords doivent faire des efforts pour coller au plus près à la réalité. De ce fait, ils doivent fouiner et fouiller dans tous les sens. Toutes les méthodes propres au domaine de la recherche doivent être utilisées, à savoir les écrits antérieurs, les récits, les interviews, les enquêtes, les faits datés, les statistiques, les recoupements d'informations connues et non connues, etc. Ce travail implique les historiens, les politologues, les sociologues, les ethnologues, les économistes, les administratifs, les artistes, les hommes de culture et autres informateurs. Quand plus personne ne sait rien de tout cela, tout tombe dans le domaine du mythe ou devient par répétition, des rites habitudinaires. Notre propos n'est pas de polémiquer sur quoi que ce soit, en ce qui concerne l'histoire du Togo. Nous voulons tout juste et le plus simplement du monde, apporter un éclairage sur un petit point. D'ailleurs, la majeure partie de cette histoire est même tombée dans notre système d'enseignement il y a longtemps. L'ambition que nous nourrissons ici est de revenir sur certaines zones d'ombre de l'histoire politique de notre pays, principalement de la lutte pour son indépendance.
Beaucoup a été dit et écrit, les principaux acteurs sont connus et cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais comme dans toute histoire, il y a toujours des oublis, volontaires ou non, d'autres acteurs décisifs qui sont soit marginalisés, ignorés ou méconnus et qui pourtant ont été les premiers au front. Pour ceux-là, il convient dès que l'occasion, les circonstances, les faits et preuves attestées et avérées sont réunis, de les faire connaître et de les réhabiliter au besoin, sinon de prouver qu'ils ont existé. Ce dont nous allons parler, nous le pensions depuis fort longtemps, mais nous voulions réunir des preuves irréfutables avant d'écrire et de le verser dans le domaine du public. Ainsi, patiemment et silencieusement, nous avons écouté nombre de personnes parler, faire des témoignages. Beaucoup se sont directement adressés à nous sans forfanterie, ni édulcoration de la vérité. Nos recherches nous ont permis aussi de nous situer par rapport au sujet. Nous avons eu le privilège d'avoir côtoyé et vécu avec celui dont nous voulons parler. Il faut souligner que la commune renommée nous avait aussi édifiés sur le personnage, mais nous attendions, comme nous venons de le dire, d'avoir des preuves écrites authentiques avant de relater quoi que ce soit. Après donc près de 60 ans de la production des faits, et surtout disposant à présent de quelques preuves écrites et fort des informations passées, nous estimons qu'il est temps de passer à l'acte en laissant à travers cet ouvrage, notre témoignage qui sûrement apportera un peu de lumière sur ces hommes de terrain combattant de la liberté des premières heures. Nous aurons ainsi modestement contribué à lever le voile sur un coin de vérité de l'histoire de notre pays qui a été jusqu'ici occulté, même s'il y a quelques rares et parcellaires informations à ce sujet, notamment les événements de 1951. Certains chercheurs nationaux ont écrit, parlant des fondateurs du comité de l'unité togolaise, CUT, et se fondant uniquement sur les statuts de ce mouvement, que des chefs traditionnels du nord du pays en faisaient partie, notamment les chefs KPANTE, Bant de Bassari Bassar et IRATEI de Bafilo. Il aurait été plus juste et plus judicieux de se poser la question de savoir comment ces chefs traditionnels analphabètes à l'époque ont-ils été sensibilisés et par qui ? Surtout vu le contexte dans lequel ils vivaient, où le colonisateur régentait toute l'administration du pays dans tous ses méandres. Il faut aussi tenir compte du fait qu'à l'époque, le pays n'était pas suffisamment avancé, encore moins l'arrière du pays où les gens avaient d'autres préoccupations que de s'attarder sur des questions politiques. Il est donc clair qu'il y avait des pionniers qui opéraient sur le terrain à faire comprendre à la population l'intérêt de mener une lutte âpre pour se sortir du joug du colonisateur et parvenir à gérer ses propres affaires. Assurément, nos aïeuls l'avaient compris, eux qui avaient vaillamment lutté contre la pénétration coloniale. En témoignent les foyers de résistance au Togo souvent cités, Bina Parba, Bassar, Mango sous le puissant chef Tchokosin Abiema Bonsafo, qui a été tué au combat, chez les Kabayais, les Konkomba, les Agotime et autres Akposo. Il est sans embâge que ces pionniers étaient tapis dans l'ombre tels des taupes creusant des galeries. C'étaient des nationalistes déjà convaincus, siégeant dans l'antre même de l'administration coloniale et jouant d'un rôle remarquable de sensibilisation et de campagne efficace. Ils ne pouvaient en raison de la notoriété qu'ils avaient et de la place qu'ils occupaient dans l'administration, donc en fait, collaborateurs du colon. Ils ne pouvaient, disons, nous, figurer sur aucune liste ostensiblement compromettante pour eux et pour leur carrière administrative, encore moins s'afficher. Donc, bien qu'étant des nationalistes bontins, les plus percutants sont absents de la liste des membres fondateurs de ce mouvement, liste sur laquelle figurent des personnes qu'ils ont eux-mêmes suscitées et proposées. Ils jouaient le rôle des loups vêtus de peau d'agneau, eux qui cohabitaient dans leurs fonctions avec les administrateurs coloniaux et servaient efficacement et loyalement ceux-ci. C'est de l'un de ces vaillants fils ignorés et oubliés que nous voulons parler. Il s'agit de notre propre père, le nommé Outampi Léon Napo Kaakaye. Il faut tout de suite dire qu'au niveau de Bassari, il y avait deux figures de proue nationalistes, dont assurément Napo Kaakaye était le propagandiste de premier ordre qui a entraîné les autres. Qui est cet homme aujourd'hui plongé dans l'anonymat total, et quelle a été sa contribution dans le combat pour notre indépendance ? Nous parlerons de sa conviction et de ses déboires. D'avance, nous demandons aux lecteurs de nous épargner des critiques négatives et d'aller en profondeur dans leur analyse. Naturellement,
Nous ne parlons que du cas que nous connaissons et que nous maîtrisons mieux. Ils sont sûrement nombreux ces citoyens de l'époque, aujourd'hui méconnus pour leurs actions dans leurs terroirs respectifs. Ils étaient surtout dans l'administration publique, donc supposés serviteurs loyaux du colonisateur. Il fallait être téméraire comme eux pour oser jouer discrètement et clandestinement, il est vrai, le rôle de combattant de la liberté, c'est-à-dire porter le manteau de nationaliste et être contre celui qu'on sert. Il y a lieu de préciser que les différents cadres affectés depuis Lomé ne pouvaient servir que d'appoint, surtout que la plupart du temps ils étaient réticents à se rendre en brousse comme on disait à l'époque, à l'exception des enseignants et hommes de santé qui étaient remarquables. Photo numéro 1. Napo Kaakaye en 1970. Chapitre 1. L'homme et sa conviction. Avant toute chose, maintenant que nous avons annoncé que c'est de notre propre père qu'il s'agit, nous voudrions demander au lecteur de nous permettre d'utiliser le je et autres pronoms personnels comme spécifiés dans l'avertissement. Léon Outampi, Napo Kaakaye est né le 16 avril 1918 à Bassari. Il est décédé le 23 octobre 1987 au centre hospitalier régional de Sokodé-1. C'était un ancien élève interne de l'école régionale d'Aneko, Zébévi, école à l'époque essentiellement composée des fils de chefs, de métis et autres notables du pays. Créée par les Français au sortir de la guerre de 1914 à 1918 et la prise du Togo aux Allemands par les alliés anglais-français, après le combat de CHRA, WAHALA, le 22 août 1914, cette école ne formait pas que de simples élèves, mais des agents capables de remplir efficacement leurs tâches à quelque niveau que ce soit. Napo Kaakaye, père, est sorti de cette école avec son certificat d'études primaires élémentaires CEPE en 1933. Brillant élève athée, on dit, il était classé sur la liste des admis au CEPE de la dite année, 16e ex-aequo avec un certain Dovi Adoté sur 30 candidats admis pour le centre d'Aneko au titre des garçons, tandis que son ami Siti Jérémy dont nous parlerons plus avant était 5e ex-aequo avec un certain COMLAN Alex, alors que André Michel occupait le premier rang. Il s'agirait sûrement de Dossé André Michel, dont il sera question dans nos développements. Son autre ami dont nous parlerons également plus loin, Mensa Emmanuel, lui, était 3e sur 11 candidats admis au centre de Palimé qui ne comptait que des garçons. Au centre d'Attaque Pamé, Abalo Fédénou était classé 3e sur 8 candidats admis au titre des garçons, tandis qu'une fille réussissait comme candidate libre. Abalo Fédénou et M. Abalo Fédénu, Joseph Firmin, inspecteur des douanes à la retraite, ancien député à l'Assemblée nationale togolaise de la Première République, ancien ministre de l'économie rurale sous le gouvernement du président Nicolas Grunitzky de 1963 à 1967, membre fondateur de la JUVENTO originelle, ancien président de la Juvento réformée des années 90 à nos jours aujourd'hui décédé, décès survenu le 25 août 2007 à l'âge de 89 ans. Il faut préciser que sur l'ensemble du territoire qui ne comptait que 4 centres d'examen à savoir centre de LOME, de PALIME, d'ATAKPAME et d'ANECHO, seuls 95 candidats au total étaient admis en cette année-là. Ces nantis du CEPE étaient répartis comme suit. LOME, 40 dont 8 filles. PALIME, 11 uniquement des garçons. ATAKPAME, 09 dont une fille présentée comme candidate libre. ANECHO, 35 dont 5 filles. Il faut noter que dans le centre d'Aneko, un certain KUEGAH Ambroise s'était classé 2e, tandis que SIVOMEY Victor s'était porté au 9e rang. SIVOMEY Victor est le mari de Madoé Marie SIVOMEY NGBIKPI bénissant, première femme mère d'une capitale africaine, 1967 à 1974, en l'occurrence LOME. Elle est décédée le 15 septembre 2008 à Lomé, dans sa 87e année. Il n'est pas superflu de préciser que Napo Kaakaye était l'un des 2 seuls originaires de l'arrière-pays communément appelé Nord, le second étant KEDJE Gafo. Nous imaginons le sentiment d'isolement qui devrait être le sien durant toutes ces années d'école à Aneko,
loin de son Bassari natal. Heureusement, nos anciens avaient cet esprit de solidarité qui était très fort, malgré les ressentiments qui sûrement ne pouvaient manquer d'exister. Il comptait parmi ses camarades de solides amis qui constituaient déjà un vivier de futurs nationalistes. Napo Kaakaay, bien que pressenti pour être envoyé à l'école supérieure de William Ponty à Dakar comme certains de ses camarades, fut immédiatement versé dans l'administration locale coloniale. L'institution de l'école au Togo par les Français était de former les cadres locaux dits supérieurs pour suppléer ou renforcer les fonctionnaires qu'ils avaient fait venir de leur colonie voisine du Dahomey, actuel Bénin, pour servir dans l'administration togolaise en voie de structuration après leur possession du territoire. Inutile de dire que l'enseignement de Zébévi, bien qu'étant de niveau primaire, était de meilleure qualité, tel que l'avait conçu le colon français dans ses colonies de l'AOF et d'ailleurs d'eux. Très tôt, Napo Kaakaay père, s'étant illustré par sa brillance et sa compétence, devenait un collaborateur incontournable à toutes les fonctions de l'administration locale à Bassari-Bassar, et apprécié des différents administrateurs qui se sont succédés à la subdivision administrative de Bassari, jouant tour à tour le rôle d'adjoint aux administrateurs, d'agent spécial du Trésor, d'agent d'état civil, puis à titre principal, de secrétaire trésorier de la Société indigène de prévoyance, SIP de Bassari 3. Il était à l'occasion ethnographe, puisqu'il m'avait dit de son vivant avoir écrit un livre avec l'administrateur et ethnographe Jean-Claude Frelich, qui était également son ami. Une lettre à lui, adressée par ce dernier, confirme ces affirmations. Cette lettre lui était envoyée d'Abidjan, lorsque Frelich était à la direction des affaires politiques au gouvernorat de Côte d'Ivoire. L'enveloppe ayant contenu ladite lettre porte les mentions de Monsieur Napo Kaakaay, au bureau de la subdivision de Bassari, Togo. La date de tampon postal d'Abidjan est 5/11/1955, l'envoi était par avion. Compte tenu de toutes les mentions indiquées, peut-être ignorait-il ce qui était arrivé à son ami 4 ans auparavant. Voici en l'occurrence le contenu exact de la susdite lettre. J.C. Frelich. Direction des affaires politiques. Abidjan, Côte d'Ivoire. A. Monsieur Napo Kaakaay. Mon cher ami. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de recevoir un article de Monsieur David Tay, ethnographe anglais qui a fait plusieurs études chez les Konkomba 4. Vous vous rappelez qu'ensemble, vous et moi, nous avons souvent questionné les chefs et les vieux sur toutes les coutumes et les croyances. Pour me permettre de préciser certains détails, je vous prie, en souvenir de notre amitié et de nos travaux, de bien vouloir répondre à mon questionnaire. 1. Vous savez ce que nous appelons âme, en français, cette chose qui quitte le corps lorsqu'un homme meurt. Combien d'âmes les Konkomba pensent-ils avoir et comment les appellent-ils ? 2. Comment appellent-ils cette partie d'eux-mêmes ou de leur esprit qui, pendant les rêves et le sommeil, quitte le corps pour aller se promener ? 3. Quand on a tué un homme, un lion ou une panthère, quelle est cette chose qu'on ne voit pas, qui était dans l'homme ou la bête vivante et qui maintenant s'attache au meurtrier ou au chasseur et le rend malade, parfois lui donne la lèpre ? 4. Comment s'appelle cette chose dont on doit se purifier et se nettoyer quand on a tué un homme ? Pour se purifier de cette chose, on utilise les médicaments Jambuna, carapace de tortue avec des piquants de porc épic, ou encore les médicaments appelés Karaka ou Amoji. 5. Comment s'appelle l'âme ou esprit de l'homme, chose invisible, qui se trouve dans le foie de l'homme et aussi dans son sang ? 6. Quelle est cette chose qui fait qu'un homme est courageux ou lâche, intelligent ou bête, fort ou faible ? Dites-moi ces choses en mettant le mot de la langue Konkomba. 7. Pourquoi est-il dangereux pour un guerrier de tuer un homme ou pour un chasseur de tuer une bête qui mange de l'homme ? Quelle est la chose qui est forte, dans le corps des hommes ou des animaux morts et qui ne meurt pas ? 8. Comment les Konkomba appellent-ils la pensée, cette chose avec laquelle on parle en soi, même quand on réfléchit ? 9. Qu'est-ce que les Konkomba appellent Ilandar ? Il est possible que ce mot soit mal écrit, essayez de voir ce qu'il veut dire en français. 10. Qu'est-ce que les Konkomba appellent Kenan ou Kenan ? Cela signifie thé, il viande ou chair, mais cela ne veut-il pas dire aussi autre chose quand on l'emploie au singulier ? 11. Pouvez-vous m'expliquer en quelques lignes ce que c'est qu'un loua ou loal ? Cette chose ou cet être auquel les vieux offrent des sacrifices, poulet et bière. 12. Pouvez-vous me dire en quelques mots ce que c'est que ouin ou ouain ?
et cette calebasse que les vieux gardent dans leur case et qu'ils appellent Ouin comme soleil? 13. Quand un homme rêve d'un autre homme, comment s'appelle la chose qui ressemble à son ami et vient ainsi parler avec le dormeur? 14. Quand un homme a blessé un lion ou une panthère et qu'il rêve de la bête, comment s'appelle la chose qui ressemble à la bête et qu'il voit en rêve et qui ressemble à la bête elle-même? Ce rêve signifie que la bête est morte et qu'elle peut faire du mal au chasseur. Le lendemain, le chasseur qui a rêvé se lavera le corps et la tête avec l'eau où on trempait certaines feuilles pour se guérir. 15. Quand un homme est mort et qu'on lui fait des sacrifices, poulet, bière, eau, comment s'appelle la chose invisible qui reste avec les os et qui mange ou boit les offrandes? Quelle est cette chose forte qui fait que les morts peuvent protéger les vivants? 16. Quand on prie un loual ou loua, est ce qu'on s'adresse à la pierre, à l'arbre et à la poterie, ou bien est ce qu'on prie l'esprit ou le petit Dieu qui habite près de la pierre, de l'arbre ou de la poterie? 17. Qu'est-ce que les Konkomba appellent Kujonjong ou Kujunjung? 18. Comment appelle-t-il l'ombre d'un homme, que fait le soleil? 19. Est-ce que Kujonjong ressemble au Kenan? Vous serez peut-être obligé de faire la même réponse à plusieurs questions, cela ne fait rien. N'ayez pas peur de vous répéter et n'oubliez pas de mettre chaque fois le mot de la langue Konkomba. Répondez-moi vite, je vous en prie, je vous en serai très reconnaissant. Je vous envoie mes meilleures amitiés et j'espère aller vous voir dans 1 an et demi quand je rentrerai en France. Sincèrement vôtre. Signé Jean-Claude Frelich 5. Mon père a donné suite à la lettre, puisque j'ai vu des annotations au regard de chaque question avec des réponses précises, parfois avec des rectifications de la phonétique employée par Frelich. N'ayant à l'époque aucune concurrence de taille dans la localité, privilégié qu'il était d'être parmi les premiers, sinon le premier diplômé francophone du coin, mon père était tout puissant et craint, à telle enseigne qu'il était simplement célébré par la population. L'ivresse de sa jeunesse, ses manières à lui qui plaisaient, surtout l'élégance et le soin qu'il affichait dans ses tenues vestimentaires, apportaient encore une touche particulière à son caractère, lui l'élu du cadre des commis. En effet, à l'avènement de la loi Lamine-Gueye, 6, le personnel administratif autochtone des colonies était versé dans les cadres réguliers dont l'un des cadres les plus élevés à l'époque pour un administratif africain était celui de commis d'administration. Donc étant en vue dans l'administration et collaborateur immédiat des administrateurs avec lesquels il nouait facilement des amitiés, il paradait. Il jouissait d'une très forte personnalité vis-à-vis de la population, et même vis-à-vis de ses patrons administrateurs. Nous disions précédemment qu'il y avait 2 figures de pro-nationalistes, au niveau de Bassari. Le deuxième personnage était donc M. Jatofar, pendant longtemps dans le cadre des interprètes qui fera parler de lui au niveau du bureau du CUT, et dans certaines instances nationales du pays à l'époque, 7. Ce dernier, pour autant qu'il soit reconnu dans le milieu local et même au plan national, n'a pas semblé avoir la même estime des administrateurs, ni la stature et l'aura de Napo Kaakaye, père. Cela paraît normal dans la mesure où l'un était plumitif, financier, comptable, chef d'orchestre de l'administration locale et partant bras droit de tous les administrateurs qui transitaient par là, et l'autre s'occupant uniquement de ses tâches d'interprète. Par le jeu des avancements, le plus souvent au choix, celui-ci interprète de première classe de 1933 à 1938, puis interprète principal de 5e classe en 1942, et passé commis de première classe en 1944. Il faut préciser qu'en 1941, Napo Kaakaye était agent du cadre des commis auxiliaires régi par le règlement du 1er mai 1939, mais largement privilégié, dans la mesure où il s'occupait auprès des administrateurs de tous les travaux d'administration et singulièrement de la fonction de secrétaire, trésorier de la Société indigène de prévoyance, SIP de Bassari, et ce malgré l'abrogation des dispositions de l'article 2 de L'. Arrêté 305 AE du 10 juin 1944, créant la Société indigène de prévoyance de Sokodé dont la SIP de Bassari n'était plus qu'une section. En tous les cas, jusqu'à sa révocation, il était toujours secrétaire trésorier de la SIP de Bassari. L'arrêté numéro 50A50, AE du 23 janvier 1950 a recréé de façon autonome une société indigène de prévoyance dans les subdivisions de Bassari, Sokodé et Lama, Kara qui précise que les statuts de ces sociétés seront soumis à l'approbation du commissaire de la République. 8. Tout ceci pouvait laisser croire qu'il était à la solde du colon,
Que nenni. Il était plutôt parmi les premiers nationalistes du pays, bien qu'étant serviteur loyal et efficace des administrateurs et de l'administration. Il jouait astucieusement et silencieusement son rôle de combattant de la liberté, sans laisser le moindre soupçon sur lui vis-à-vis de ceux-ci. Il était pourtant un Koutard, membre du comité de l'unité togolaise, bon teint et convaincu. Il était même à l'époque, le représentant personnel de Sylvanus Olympio dans le Nord, on dit avec affirmation. J'ai maintenant la conviction que c'était vrai, c'est un aspect certainement secret de la chose. Le témoignage d'un certain AKUE, aujourd'hui décédé, me le confirmait. Ayant découvert que j'étais le fils, il s'écria « Je n'ai jamais fait de rapprochement, c'était un grand Koutard celui-là. » Plus loin en 1975, un autre monsieur du nom de TCHECOUVI, également décédé, m'apostrophait en me demandant si j'étais un parent à monsieur Napo Kaakaye. Je lui ai répondu que j'étais son fils. Il s'enquit de ses nouvelles, et voulait savoir s'il était déjà à la retraite. C'est alors que je lui relatai tout ce qui s'était passé avec mon père, et dans quelle situation il vivait depuis sa révocation de l'administration en 1951. Monsieur TCHECOUVI me répondit tout de go, c'est pour des raisons politiques et ajouta ceci. De toutes les façons, ce sont ses camarades de parti qui l'ont vendu, entendez trahi. Cependant, continua on a réintégré ceux qui s'étaient trouvés dans cette situation. Certainement après la victoire des nationalistes en 1958. Il est vrai qu'il y a eu des tentatives de reprendre mon père, mais sa déception était à la mesure de sa conviction, aussi, rejeta-t-il toutes les propositions. Moi, même j'avais essayé en 1967 de savoir plus sur les motifs de son repli sur soi, afin de plaider sa cause auprès des autorités pour qu'il puisse au moins avoir droit à sa pension de retraite correspondante aux 18 années passées dans l'administration jusqu'à sa révocation au début de l'année 1951. Je reçus une réponse cinglante. Je me souviens de cette phrase qui m'a fait reculer jusqu'à l'abandon de mon idée. Ils m'en voulaient tous à Lomé. Qu'est-ce à dire ? Énigme pour moi. Apparemment, ceci confirme la thèse de la trahison des siens. Dans les années 50 après sa révocation, certains de ses amis administrateurs ont essayé de l'éloigner du Togo en lui proposant de le faire prendre dans le cadre de l'AOF à Dakar d'abord, puis en Abidjan. Il refusa. Sa démoralisation était telle que personne n'était de taille à le consoler. Quelle conviction pouvait motiver une telle attitude ? Il campait solidement sur sa position, déçu qu'il était. Le goût de l'aventure et de l'évasion ne l'effleurait guère. Photo numéro 2. Napo Kaakaye en 1980. Chapitre 2. CDEBOIRES et les raisons de sa déception. Le début de l'année 1951 fut donc fatal pour Napo Kaakaye père. Cette année où devaient avoir lieu les élections pour la représentation du territoire à l'Assemblée nationale française, élections au cours desquelles M. Nicolas Grunitzky du Parti togolais du progrès, PTP, fut élu au détriment du Dr Akou Martin Ducut. Que s'était-il passé avant ? Toujours est-il que mon père a été dénoncé. Le poteau rose fut donc découvert. Y a-t-il eu des arrestations dans les rangs du CUT après les élections ? Cela nous l'ignorons. Ou bien ses camarades le soupçonnaient d'intelligence avec la partie adverse, ou qu'il était susceptible de revirement parce qu'il était ami de nombre d'administrateurs jusqu'au sommet. En tout cas, connaissant l'homme dans sa conviction, rien n'est moins sûr. Il faut retenir que ceci se passait sous le mandat intérimaire du gouverneur du territoire Yves Digo qui était, nous a-t-on dit, ami personnel de Napo Kaakaye, ce que m'a confirmé M. AKUE, Opsi. Ceci se justifie d'ailleurs amplement puisque celui-ci, avant de devenir chef du territoire, a été administrateur, donc patron de mon père. De toutes les façons, la maladie qui mine les hommes depuis la nuit des temps venait de sévir, mon père a été trahi. Le couperet est tombé sur lui sans jugement, sans coup férir et sans conciliation, lui qui se croyait indénichable, parce qu'en même qu'il était nationaliste invétéré, il était tapi tel une taupe aux côtés des administrateurs en tant qu'excellent et loyal fonctionnaire. Nous disions tantôt qu'il n'a pas eu de jugement ni conciliation,
mais nous constatons que Napo Kaakaye aurait comparu devant une commission d'enquête, ainsi que semble le dire la décision numéro 997 DP du 28 décembre 1950 qui dispose « Monsieur Agbo Victor, commis des apostrophes, administration adjoint de 5e classe, en service à la subdivision des travaux publics du Sud, de Lomé, est affecté à la subdivision administrative de Bassari pour compter du 1er janvier 1951 en remplacement du commis d'administration adjoint Kaakaye Napo en instance de comparution devant une commission d'enquête et qui fera l'objet d'une décision ultérieure. Il est à noter que M. Agbo Victor, à peine affecté à Bassari pour remplacer M. Kaakaye Napo, subissait lui-même une sanction disciplinaire. En témoigne la décision numéro 687A52, CP du 6 septembre 1952. M. Agbo Victor, commis d'administration adjoint de 4e classe du cadre local du Togo, en service à Bassari, cercle de Sokodé, est rétrogradé à la 5e classe de son grade pour faute grave en service. Dans le seul mois de décembre 1950, une série d'affectations et de mouvements des fonctionnaires a été observée. Ainsi par décision numéro 1001 DP du 28 décembre 1950, de nombreuses mutations ont été prononcées dans le personnel africain du Togo, étaient concernées les localités suivantes, Lomé Tsevié Aneko, Palimé, Atakpamé Bassari, Lama, Kara, Pagoуда, Mango. La dite décision se termine par les termes suivants. Les agents actuellement en service dans le Sud, désignés pour assurer la relève dans le Nord, seront mis en route au cours de la première quinzaine de janvier 1951. Ceux actuellement en service dans le Nord rejoindront leur nouveau poste d'affectation dans le Sud, entre le 15 et le 30 janvier 1951 après passation de service à leur remplaçant neuf. Il faut avouer qu'en ce début des années 50, la lutte était devenue féroce pour mon père car au plan administratif local, ont émergé d'autres commis d'administration encore élèves dans la première moitié des années 40 et qui malheureusement pour lui, appartenaient tous à des tendances non indépendantistes, donc partisans du colonisateur. Quant à son compère Jato Far, interprète avec qui il cheminait depuis les années 30, il est devenu commis d'administration du grade principal de 3e classe. Ce dernier ayant évolué sur tous les plans, n'entendait plus se faire dicter sur quoi que ce soit. La vie s'était donc compliquée à plusieurs degrés pour Napo Kaakaye, père. La puissance et la gloire des années 30 et 40 s'étiolaient dangereusement et la descente en enfer était inexorable. Mais malheureusement, mon père n'a pas vu venir l'ouragan qui allait l'emporter définitivement, alors que les signes étaient nombreux. Tenez, par arrêté numéro 303A50P du 20 avril 1950, ont été reclassés sur l'ensemble du territoire comme commis des apostrophes. Administration un effectif de 260 agents sans compter les autres à savoir les assistants de police, les agents de transmission des PTT, de radio, des mécaniciens, aides météorologistes, agents du cadre local africain des chemins de fer et du WARF qui comprennent les chefs de station, les mécaniciens, les écrivains, les ouvriers, les chefs d'équipe, les agents techniques, les facteurs, les chefs de train, les receveurs, les pointeurs. Dans ce reclassement, Napo Kaakaye n'a pas évolué, lui l'ancien commis de la subdivision de Bassari, est resté commis de 6e classe avec de nouveaux promus. Cela sentait déjà du roussi politique, lui qui avait pourtant beaucoup d'acquaintance avec le gouverneur Yves Digo. Dans la même année, une autre inscription au tableau d'avancement du personnel africain des cadres locaux du Togo au choix pour le 2e semestre 1950 a eu lieu sans que Napo Kaakaye n'y figure une fois de plus sur la liste. C'était là le signe visible qu'il était vraiment mis à l'index pour des raisons politiques. Parce que c'était incroyable qu'il soit ainsi bloqué malgré tout le bien qu'on dit de lui sur le plan compétences, et aussi sa longue expérience professionnelle administrative, financière et comptable. À cette date-là, il totalisait 18 ans de carrière. En fait, c'était une rétrogradation qui ne disait pas son nom en attendant l'assommoir. 10. Au sujet de l'estime et de la confiance qu'avaient les différents administrateurs pour Napo Kaakaye, des témoignages sont suffisamment parlants. Ainsi par exemple le 7 mars 1948, Jean-Claude Frelich, alors juge de paix de Sokodé, adressait à monsieur le chef de subdivision de Bassari sous le couvert du commandant de cercle de Sokodé, la lettre que voici. Ayant reçu du gouvernement de Gold Coast et de monsieur le gouverneur du Togo,
l'autorisation de me rendre au Togo britannique afin d'y procéder à une enquête politique et sociale. Parmi les tribus de la rive droite de l'OTI, de Mango aux 9 faits parallèles, j'ai l'honneur de vous demander instamment 1 degré d'accorder une permission de 10 jours au commis Napo Kaakaye, secrétaire de la section locale de la SIP du 26 mars au 4 avril. 2 degrés, de l'autoriser à m'accompagner sur le territoire britannique en qualité d'interprète de Konkomba et de Komba. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que Napo est, des 2 commis parlant le Konkomba, le seul qui s'exprime couramment en Konkomba et en français. Sans son truchement, il me serait impossible de mener à bien ma mission. Réponse du chef de la subdivision de Bassari. À Monsieur le juge de paix de Sokodé. SC le commandant de cercle de Sokodé. En réponse à votre lettre du 7 mars, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'il est impossible d'accorder la permission demandée pour le commis Napo Kaakaye. L'intéressé est secrétaire comptable de la section SIP et devra être obligatoirement présent au moment de la passation de service au nouveau chef de subdivision, passation qui aura lieu probablement entre les dates demandées. Le surveillant de culture Boukari Takassi pourrait peut-être le remplacer. Le juge de paix J.C. Frelich de Sokodé fait suite à cette réponse et exprime sa désolation de ne pas se voir secondé par le commis Napo Kaakaye comme le démontre le télégramme, lettre qui suit. Télégramme lettre. Sokodé, le 11 mars 1948. Juge de paix de Sokodé au chef de subdivision de Bassari. Référence votre télégramme, lettre numéro 174. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre télégramme, lettre ci, dessus référencié. Je regrette vivement et je suppose que l'intéressé regrettera aussi. 11. J'accepte votre offre d'accorder une permission à Boukari Takassi, à qui je vais envoyer des instructions. Je vous remercie vivement de cette aide qui me permettra de mener à bien ma mission, difficile à obtenir et intéressante par tant de côtés. Jean-Claude Frelich. De l'estime et de la confiance, ses patrons en avaient pour lui, de telle sorte qu'il n'hésitait pas, même pour les problèmes de sa vie privée, à prendre fait et cause pour lui. Ainsi, dans une affaire qu'il opposait avec un certain Pierre Ekaouue, directeur de l'école régionale de Bassari, le chef de la subdivision n'a pas tergiversé pour se ranger de son côté. Monsieur Ekaouue, non seulement avait emprunté une certaine somme d'argent auprès de lui, mais s'est permis d'abuser de sa confiance en commettant des voies de fait contre sa personne. Irrité, Napo Kaakaye s'est rendu au domicile de celui-ci pour mettre les choses au clair. Malheureusement, bénéficiaire d'un congé, Monsieur Ekaouue était déjà parti à Aneko. Napo Kaakaye a alors proféré des menaces contre lui auprès de sa belle-sœur qui était dans la maison, une certaine Anoko Lawson. Ceci a suffi à un certain Teko, LOGOSSU Paul, infirmier, qui se disait frère de Kaouue, d'envoyer une lettre de plainte au chef de la subdivision, lui signifiant qu'un assassinat était en voie de préparation contre l'instituteur Pierre Ekaouue lors de son retour de vacances par Napo Kaakaye. Le chef de subdivision ainsi saisi était obligé de porter l'affaire à la connaissance de son supérieur hiérarchique en la personne du commandant de cercle de Sokodé dont dépendait la subdivision de Bassari. Voici ce qu'il conclut après avoir relaté les faits et entendu tous ceux qui d'une façon ou d'une autre avaient été au courant de l'affaire aussi bien du côté de Napo Kaakaye que du côté de Pierre Ekaouue. Notamment Wilson Michel, commis principal, gérant du bureau des postes télégraphes et télécommunications de Bassari, Anouko Lawson, belle-sœur de Kaouue, Teko LOGOSSU Paul, infirmier à la pharmacie de Bassari, Pierre Panou, instituteur à Guérinkouka. J'ai l'honneur de vous rendre compte que par lettre recommandée en date du 5 août, postée le 7 août, l'infirmier Teko LOGOSSU Paul m'avisait de menaces de mort proférées par Napo Kaakaye, secrétaire, trésorier de la SIP contre l'instituteur Pierre Ekaouue actuellement en vacances à Aneko. Rentré de tournée le 10 août au soir avec Napo, j'ai interrogé ce dernier dans la matinée du dimanche 11 août. Napo déclare que le 29 juillet dans la soirée, il a parlé à la belle-sœur de Ekaouue et lui a dit « Sachez bien que ce que votre frère m'a fait, je n'ai pas oublié.
Je l'ai dans mon cœur et quand il sera de retour, je renouvellerai l'affaire. Il ajoute avoir répété ces propos devant M. Wilson, gérant du bureau des PTT à Bassari. Il précise qu'en disant qu'il renouvellerait l'affaire au retour de KOUE, il sous-entendait qu'il la porterait devant la justice. Interrogée, Madame Anoko Lawson, belle-sœur de KOUE, déclare que Napo lui a dit « Vous savez ce qui s'est passé entre les gardes ? Prévenez votre beau-frère KOUE qu'il ne revienne pas à Bassari après les vacances. » La lettre du chef de subdivision, Marc Darnois, datée du 16 août 1946, conclut comme suit. En conclusion, vu l'absence de plainte formelle de KOUE ou de sa belle-sœur, j'estime qu'il n'y a pas lieu de poursuite. Napo est un bon agent qui s'emballe parfois et qui a probablement été secoué comme beaucoup de sens à Bassari par l'affaire de Mamadoubli survenue l'avant-veille. 12. Toujours est-il que toute cette estime et cette confiance n'ont pas empêché le gouverneur Yves Digaud, qui sans hésitation et sans temps mort et peut-être sans autres investigations poussées, fort certainement du rapport de la commission d'enquête accablant mon père, de le frapper sans ménagement ni complaisance. Il prit le 8 février 1951 l'arrêté numéro 112-51 révoquant mon père. Voici ce que dit l'arrêté. Monsieur KAKAY Napo, commis d'administration adjoint de 6 classes, en service à Bassari, est révoqué de ses fonctions pour compter du 1er mars 1951 pour faute grave en service. Il perd tout droit à la pension de retraite. Y a-t-il eu d'autres arrêtés de ce genre ? Nous n'en savons rien. Cependant, nous avons découvert dans nos recherches qu'un certain monsieur Moa Herman en poste à Atakpamé, secrétaire trésorier de la SIP de cette localité, a été licencié de son emploi pour faute grave dans le service à compter du 31 décembre 1950, c'est-à-dire le jour même de la signature de l'arrêté. Vous remarquerez que c'est tout travail cessant. Voici d'ailleurs le contenu du dit arrêté sur monsieur Mensa Herman. Le secrétaire trésorier de la SIP d'Atakpamé, monsieur Mensa Herman est licencié de son emploi pour faute grave dans le service à compter du 31 décembre 1950. Monsieur Abalo André, magasinier de la SIP d'Atakpamé, qui conserve ses anciennes fonctions, est nommé secrétaire trésorier de ladite SIP, en remplacement de M. Mensa Herman. Cette nomination prendra effet au 1er janvier 1951. Pour compter du jour de sa prise en charge de la caisse, M. Abalo André percevra une indemnité forfaitaire mensuelle de 3 000 francs en sus de ses émoluments. Est-ce vraiment pour des raisons uniquement professionnelles que M. Mensa a été sanctionné ? La démarcation entre la raison professionnelle et la raison politique est difficile à établir. La première a dû servir d'alibi à la seconde. Il est à remarquer une différence entre les références et les termes dans les deux arrêtés signés du même gouverneur, Yves Digaud, presque à la même période. S'agit-il d'un signe pour marquer la gravité politique de la faute de mon père ? Seule l'histoire et l'acteur principal le savent. En effet, pour mon père, la référence de l'arrêté est numéro 112A51P du 8 février 1951 avec effet à partir du 1er mars 1951, portant révocation de ses fonctions avec perte de ses droits à pension pour faute grave en service. Pour M. Mensa Herman, il s'agit de l'arrêté numéro 1081A50, AE du 31 décembre 1950 portant licenciement de son emploi pour faute grave dans le service. Avant de clore, à notre niveau de connaissance des grandes victimes politiques de l'époque coloniale, il est à noter qu'en ce temps-là, la décision numéro 945 DP du 26 novembre 1951 dispose que M. Farjato, commis d'administration principal de 2 classes, précédemment en service à Bassari, participant actuellement à Lomé aux travaux de la deuxième session ordinaire de L', Assemblée représentative du Togo, en tant que délégué à cette assemblée, est maintenu par ordre à Lomé. La présente décision aura effet pour compter de la date de clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée représentative. L'effet de ce maintien à l'ordre fixé pour compter de la date de clôture est assez significatif car l'immunité parlementaire ne permettait pas au pouvoir de frapper les membres de l'Assemblée représentative pendant les sessions. Ceci fut fait par arrêté numéro 38A52P du 17 janvier 1952, M. Farjato, commis d'administration principal de 2 classes, est rétrogradé à la 3 classe de son grade,
pour compter de la date de la signature du présent arrêté pour faute grave en service. Pour la position qu'il occupe dans le parti du CUT, il faut reconnaître que la sanction est à tout le moins clémente. La sévérité de la sanction contre Napo Kakaye prouve s'il en était encore besoin qu'il était vraiment un meneur dans le parti du Comité de l'Unité togolaise, qui, il faut le mentionner, a été créé sous forme d'association par arrêté numéro 131 bis du 13 mars 1941 sous les termes suivants. Est autorisé dans le territoire du Togo placé sous le mandat de la France, la création d'une association dénommée Comité de l'Unité togolaise, dont le siège est à Lomé. Sont approuvés les statuts de cette association tels qu'ils sont annexés au présent arrêté. Le CUT s'est transformé en parti politique le 26 avril 1946 pour revendiquer la réunification du peuple éoué et par la suite, l'indépendance du Togo français en tant qu'État souverain. Comme vous le voyez, la course pour un bel avenir de mon père et une carrière politico-administrative certainement prometteuse s'arrêta là net. Une lettre datée du 24 novembre 1954 et adressée par mon père au gouverneur de l'époque Laurent Pechaux 13, son autre ancien patron, lui demandait de le réintégrer dans le cadre local des commis d'administration. C'était certainement là un dernier cri de détresse, puisque dans sa lettre, il disait ceci. Comme suite à notre conversation verbale de Bassari lors de votre passage dans ce pays, entendez pays Bassari, je viens très respectueusement vous demander si je pouvais adresser au chef-lieu ma demande de réintégration dans le cadre local des commis d'administration. J'ai été révoqué de mes fonctions pour une cause insignifiante par arrêté numéro 112A51, P. du 8 février 1951. Étant mon ancien patron et connaissant bien comment j'avais travaillé avec vous, c'est vous seul qui pouvez arranger ma situation et me remettre en activité. C'est une grande chance pour moi, je pense, que vous soyez en ce moment placé à la tête du territoire. Je vous serai infiniment très reconnaissant de vouloir bien me renseigner comment je pourrais m'y procéder pour obtenir ma réintégration dans le cadre. Au cas où vous qui êtes mon patron et chef du territoire n'avez pas pu me rendre satisfaction, je suis persuadé que personne non plus ne le pourra, et ma souffrance actuelle ne sera jamais atténuée. Ne sachant quand vous rentrerez en France, je vous prie, cher patron, de vouloir bien me renseigner en temps utile pour que je reprenne ma place avant votre départ. 14. Évidemment, aucune réponse satisfaisante ne lui avait été donnée, puisque je n'en ai trouvé trace dans ces dossiers en ma possession ni ailleurs. Seulement je me souviens qu'en ces temps-là, ma grand-mère me disait que j'irais avec mon père à Dakar, puis plus tard en Abidjan. Peut-être dans leur conversation verbale, le gouverneur Pechaux avait fait certaines propositions à mon père que celui-ci a rapportées à sa mère. Dans ses efforts désespérés pour rattraper les avantages et privilèges subitement perdus, Napo Kakaye, père a adressé le 30 janvier 1952 une lettre de réclamation à un de ses amis à Lomé. Voici en substance ladite lettre. Très cher Mensa 15. Celle-ci pour demander de vos nouvelles. Comment va Lomé ? C'est particulièrement pour vous demander un grand service, que vous serez aimable de me rendre. Au sujet du rappel 16 de charges de famille à payer aux fonctionnaires des cadres locaux à partir de janvier 1948, j'ai bien fourni des pièces réglementaires depuis mars 1951, c'est-à-dire les certificats de naissance de mes enfants et l'acte de mariage. Je suis père de 5 enfants. Ce n'est que par l'arrêté numéro 112A51P, du 8 février 1951 que j'ai été révoqué de mes fonctions à partir du 1er mars 1951. Je pense bien avoir droit de ce rappel, c'est-à-dire de 1948 au 28 février 1951. M'étant renseigné auprès de M. Albert Aka au USSAN, maçon de la subdivision, que c'est vous seul qui pourriez faire le nécessaire, c'est-à-dire faire tout votre possible pour me faire obtenir ce rappel, je vous serai donc infiniment très reconnaissant de bien vouloir songer à moi. Je vous promets que je ne serai jamais ingrat envers votre générosité. Par ailleurs, j'attire également votre attention qu'il y avait un second arrêté qui fixait les nouvelles soldes à partir du 25 décembre 1950. Je n'avais bénéficié de cette nouvelle solde que pour le mois de février 1951 seulement. Prière examiner également la question de cette nouvelle solde aussi, et si c'est possible,
me faire obtenir ce que j'aurai droit. Pour tous autres renseignements concernant le possible de reprise de mes fonctions, je vous écrirai ultérieurement. N'oubliez pas dans votre prochaine lettre me faire tenir au courant de tout ce que vous désirerez à Bassari comme ravitaillement soie, haricots, riz, huile, volaille, etc. Je ne manquerai pas de faire mon mieux pour vous satisfaire. Monsieur Albert Akaouussan, sa famille et également la mienne vous envoient leurs meilleures salutations. Pour autres renseignements complémentaires, c'est-à-dire s'il faut écrire directement à un bureau de Lomé, soit purement, soit finance au sujet du rappel, prière me le dire également. C'est à vous Mensa que je dois tout. Comptant sur une prompte réponse de votre part et vous remerciant à l'avance, veuillez croire, cher Mensa, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bien de choses à vous. Signé Napo KAKAYE. Les arrêtés de reclassement et de la fixation des soldes en fin de reclassement des cadres locaux supérieurs dont fait référence mon père dans sa lettre à Monsieur Mensa, sont à l'arrêté numéro 8150-P du 31 janvier 1951 qui dispose. Article 1er. Pour compter du 25 décembre 1950, la dernière majoration destinée à assurer la réalisation complète du reclassement de la fonction publique est appliquée aux soldes soumises à retenue pour pension des fonctionnaires des cadres locaux du Togo. Cette majoration est égale pour chaque fonctionnaire à la différence entre, d'une part, sa solde soumise à retenue pour pension en fin de reclassement, d'autre part, sa solde soumise à retenue pour pension telle qu'elle avait été fixée pour compter du 1er juillet 1950 par l'arrêté numéro 329 à 50, P du 29 avril 1950. Article 2. Pour chaque emploi des différents cadres locaux, est déterminée une solde brute égale à l'addition des éléments suivants. 1 degré solde soumise à retenue pour pension multiplié après déduction de la retenue pour pension, par l'index de correction 1,6 actuellement en vigueur. 2 degrés, le montant de la retenue pour pension. Article 3. Les soldes soumises à retenue pour pension servant de base au calcul des majorations de dépaysement ou d'éloignement prévues par le décret numéro 49 à 529 du 15 avril 1949, restent celles qui avaient été fixées pour compter du 1er juillet 1950 par L'. Arrêté numéro 320 à 50 P du 29 avril 1950 susvisé. Article 4. Pour chaque cadre régi par arrêté du commissaire de la République au Togo, les soldes tels qu'elles résultent des dispositions du présent arrêté seront publiés par arrêté. Article 5. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 17. Lomé, le 31 janvier 1951. Signé Yves Digaud. B. L'arrêté numéro 81 à 51 P du 31 janvier 1951, qui dispose. Article 1er. En application de l'arrêté numéro 80 à 51 P du 31 janvier 1951 susvisé, les soldes en fin de reclassement des cadres locaux supérieurs ci-après sont fixés comme suit, voire annexes pour les différents corps de métier et de grilles indiciaires. Article 2. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Lomé, le 31 janvier 1951. Signé Yves Digaud. Comme je l'ai déjà mentionné, au moment de sa révocation, mon père totalisait 18 ans de carrière dans l'administration, époque coloniale. Il s'est alors résigné, déçu qu'il était et surtout n'ayant pas encaissé la trahison des siens, membres du CUT. Personne au niveau de sa grande famille n'était d'un quelconque secours pour lui. C'est tout juste si les gens ne se délectaient pas de ses malheurs. Seule sa vieille mère se préoccupait de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.